Le 29 décembre 2021, je vous laissais avec ma dernière vidéo analyse revenant sur l'année 2021 du Shonen Jump, dans laquelle je ne faisais qu'appuyer et confirmer des propos que je tenais déjà depuis 2019, un magazine semblant en perdition totale suite aux fins successives et quasi simultanées de plusieurs de ses titres phares, et ne parvenant plus à leur trouver des successeurs dignes de ce nom pour assurer le renouvellement et surtout la pérennité du Jump. Si l'année 2020 se sera montrée tout aussi chaotique que 2019, malgré l'ascension du phénomène Demon Slayer qui était un peu l'arbre qui cache la forêt, avec notamment derrière un nombre conséquent d'échecs parmi les nouveautés qui sera ainsi venu confirmer qu'il ne s'agissait déjà probablement plus que d'une simple période de transition, on n'était pas revenu sur l'année 2022 en vidéo ensemble, car au final j'avais le sentiment de me répéter et que rien n'évoluait dans le bon comme dans le mauvais sens, nous plaçant ainsi plutôt dans une période de stabilisation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose car quand tu piétines dans la merde, bah tu restes dans la merde quoi. Cette grande phrase extrêmement brillante reflète pourtant bien la situation actuelle du Jump en 2023 à mes yeux. Alors comment le Jump est-il perçu de nos jours au Japon et en France? La hype est-elle toujours présente? Pourquoi l'anime de Sakamoto Days n'a toujours pas été annoncé? Akane Banashi est-il une si grande réussite que ça? Pourquoi les éditeurs axent des mangas prometteurs comme Phantom Seer, tandis qu'ils sont plus patients avec d'autres séries pourtant bien moins populaires à leur début? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tant de questions sur lesquelles je me suis penché pour réaliser cette vidéo, que vous vous posez certainement et auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin et de revenir ensemble sur l'état du Jump, son évolution, ses derniers échecs et réussites, sans oublier ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le futur, il est temps de vous balancer le générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve non pas pour une vidéo bilan sur l'année 2023 du Jump comme j'avais l'habitude de le faire pour les années précédentes, mais bien pour une vidéo revenant sur l'état global du magazine. Il s'agit sans aucun doute de ma plus grosse analyse à ce jour car il y a énormément d'éléments à aborder et surtout différents angles de vue à prendre en compte, et je peux vous assurer que le fait de ne plus traiter le sujet de façon hebdomadaire et aussi assidu qu'avant m'a en réalité été très bénéfique car non seulement j'ai pu avoir un recul encore plus grand sur divers sujets, sur l'évolution et le cas de certains mangas, c'est ainsi de la manière la plus neutre et objective possible que je vous propose cette analyse sur le Jump en essayant de répondre à cette fameuse problématique, comment se porte le Jump en 2023. Pour ce faire, on commencera dans un premier temps par prendre la même formule que les fois précédentes en revenant sur le classement actuel, en poussant un peu plus loin l'analyse. L'accent ne sera pas vraiment mis sur les classements qui ne sont qu'un facteur parmi tant d'autres pour mesurer le cas d'une série et donc de sa santé en quelque sorte. Pour autant, cela nous permettra de faire un point sur chaque manga de façon assez simple. Ensuite, on se penchera sur des problématiques et des sujets plus généraux qui englobent encore une fois l'ensemble du magazine. La vidéo risque d'être un peu longue, prenez le temps de vous installer confortablement, et merci d'avance à toutes celles et ceux qui likeront et partageront. Bon visionnage à vous. Bref, sur ce, commençons donc par la partie hors classement qui, je le rappelle, regroupe chacun des mangas qui n'ont pas intégré le classement cette année pour X ou Y raison. Il s'agit tout simplement des mangas bénéficiant d'un statut particulier au sein du magazine et qui ne sont donc pas ou pas encore soumis au vote des lecteurs. De ce fait, ils ne prennent naturellement pas part au classement. Ce qui va nous permettre pour commencer d'aborder l'un des plus gros sujets de cette vidéo, le cas d'Hunter x Hunter. Comme vous le savez, après avoir battu le record de sa plus longue absence en reprenant la publication de ce manga dans le 47e numéro de 2022 paru en novembre, un véritable événement qui avait enflammé les réseaux rien qu'avec quelques tweets de Yoshihiro Togashi en personne, nous partageant des bouts de storyboard, Hunter x Hunter était ainsi revenu pour 10 chapitres avant de repartir en hiatus et ce, de façon définitive. Du moins dans le Shonen Jump et on tient là peut-être le point le plus important de cette vidéo. Car après tout, Hunter x Hunter c'est plus de 25 ans de publication dans le Shonen Jump, c'est donc une page qui se tourne dans l'histoire du magazine. L'information a bien été confirmée dans un communiqué officiel de la Shueisha indiquant que nos Hunters ne seront plus publiés sous un rythme hebdomadaire et que la série reprendrait prochainement sous un nouveau format. A l'heure actuelle on ne sait ni la date, ni le magazine, ou encore moins si Hunter x Hunter sera publié uniquement sur Jump+, l'option étant peut-être une bonne alternative. Depuis le début de sa publication, le manga n'a jamais tenu son rythme hebdomadaire, donc pourquoi le préciser cette fois-ci après 20 ans? Si on prend aussi en compte le fait que la série est dorénavant archivée sur le site du Jump parmi les mangas terminés, annulés ou qui ont surtout changé de magazine comme Chainsaw Man, on peut donc bel et bien déjà en déduire que Hunter x Hunter sera bientôt transféré vers un autre magazine. De ce fait, même si le Shonen Jump et j'entends le magazine physique ne comptait déjà plus beaucoup sur Hunter x Hunter au vu de ses bien trop nombreuses absences ces dernières années, on va pas se mentir, cette fois-ci, il le perd officiellement. Donc déjà que les tirages et les ventes du magazine sont en chute libre depuis un moment, j'ai aujourd'hui le sentiment que le Jump perd encore un peu plus de son prestige.
Cela dit, le point positif à en retirer, c'est que cela pourra très certainement permettre à Yoshihiro Togashi de s'épanouir plus pleinement ailleurs, loin de toute pression, dans un format et un rythme qui lui conviendront sans doute bien mieux, et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. La transition est toute trouvée pour le prochain sujet puisqu'on tient déjà son héritier, et oui malheureusement, la pépite Rory Dragon compte déjà plus d'absence que de chapitres, seulement 6 en plus d'un an d'existence, le constat est assez alarmant et pointe plus que jamais du doigt les conditions de travail dans lesquelles évoluent les auteurs, et pas seulement les mangaka issus du Jump. C'est un point qui va revenir assez souvent dans cette vidéo, vous verrez. Au-delà de ça, ça reste bien dommage pour un titre aussi récent et surtout aussi prometteur que Rory Dragon, dont l'accueil critique a été aussi positif que ses ventes. On parle de 118 145 exemplaires vendus en seulement 4 semaines pour son premier tome, sans compter ses nombreuses réimpressions. C'est simple, il n'y a que My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et One Piece qui font mieux que lui sur le même laps de temps. On parle là des 3 piliers du Jump, ça en dit long sur le niveau de hype et d'engouement qu'il y avait autour de Rory Dragon à son lancement, en espérant que l'auteur Masaoki Shindo se rétablisse au plus vite, car pour le moment on reste sans nouvelles de lui, et le Jump a plus que jamais besoin de ce genre de série pour lui permettre de se relancer, et je ne parle pas forcément de la qualité des titres, ça ce sont les goûts et les couleurs de chacun, je parle de titres qui font vivre et parler du magazine, des titres populaires quoi. Pour finir avec les mangas qui n'ont pas encore intégré le classement, il s'agit tout simplement des 3 dernières nouveautés en date qui seront soumises au vote des lecteurs à partir de leur 8ème chapitre. La première étant Mama Yuyu d'Ayashi Yoshihiko, dans le genre fantasy, surnaturel et action. Donc je vais en profiter pour vous la présenter un petit peu avec le synopsis. Le seigneur démon et le héros, les démons et les humains, tous vivent ensemble en paix. Corléo est le héros de ce monde, tellement paisible que le jeune garçon n'a jamais eu à se battre. Mais un jour, Corléo se retrouve face à un héros venu d'un autre monde. Alors sur le papier ça a l'air très classique, mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette nouveauté dans les commentaires. On peut noter que les éditeurs lui ont réservé une page couleur pour son 8ème chapitre, ce qui démontre déjà que la série est soutenue car son intégration au classement est donc repoussée d'une semaine, ce qui n'est pas toujours le cas pour les nouveautés. Avant de nous pencher sur le cas qui m'a littéralement donné envie de réaliser cette vidéo, on peut aussi mentionner la nouveauté True on Ice, entre romance et sport, un manga de Elk Itsumo sur le patinage artistique dont j'aime beaucoup l'art style. Visuellement ça donne envie donc je suis curieux de voir l'accueil qui lui sera réservé dans quelques semaines. Et enfin pour compléter ce trio de nouveautés, comment ne pas revenir sur le cas de Kagura Bashi? Que dis-je, sur le phénomène qui a su faire trembler internet et les réseaux sociaux avec un simple visuel, sans même qu'un seul petit chapitre ne soit encore sorti à ce moment-là. Lancé dans le 42e numéro du Jump à la fin du mois de septembre, Kagura Bashi signé Okazono Takeru raconte l'histoire du jeune Shihiro qui passe ses journées à s'entraîner auprès de son célèbre père forgeron en espérant lui aussi se faire un nom dans le milieu. Soudainement, alors qu'il pensait que ses jours calmes seraient éternels, une tragédie les frappe. Désormais, Shihiro et sa lame ne vivent plus que pour la vengeance. Alors sur le papier, on ne peut pas faire plus classique que ça encore, et pourtant cela a suffi au manga pour défouler les passions. Non seulement en termes de stats, car il vous suffit aujourd'hui de faire le moindre contenu sur Kagura Bashi pour faire des stats et avoir surtout un taux d'engagement anormalement élevé. Le manga est même déjà au coude à coude avec Jujutsu Kaisen et One Piece avec plus de 900 000 vues sur Manga Plus, ce qui le positionne à l'heure actuelle comme le 3e manga le plus suivi de la plateforme, et encore, il était 2e il y a quelques jours. Alors beaucoup de monde sur Twitter avait attrapé ma veste parce que j'avais parlé de bad buzz pour résumer et qualifier le phénomène sans prendre le temps de chercher à comprendre mon point de vue, car si on prend du recul sur ce dernier, vous allez voir que la nuance que j'apporte n'est en rien abusée. Au contraire même, car dans le terme bad buzz, il y a bien le mot buzz, ce qui implique fatalement que la série fait parler d'elle, et sur ce point on est bien d'accord. Ce que je sous-entends ici, c'est qu'à partir du moment où tu fais plus parler de toi à travers des mèmes, des vannes, qu'on attend le prochain chapitre seulement pour en faire encore plus, sans réellement s'intéresser au manga pour son histoire, ses personnages et son découpage, alors certes oui, ça fait des vues, ça fait parler tout ça, mais on peut vite tomber dans quelque chose de tout aussi négatif pour le manga, car non seulement aussi bon que peut devenir Kagura Bashi, il sera dorénavant toujours associé à ce genre de mème, ce qui fait qu'il y ait beaucoup de chances que beaucoup de monde ne prenne pas au sérieux l'œuvre, et c'est ici que la problématique se pose à mon sens. Je ressens même un manque de respect envers l'auteur et je serais curieux de savoir comment il a reçu et perçu cette hype, et donc c'est même qui tourne parfois au ridicule son œuvre. Il est ici question d'une histoire qui se veut relativement sérieuse, sombre, on parle d'une quête de vengeance, mais lorsqu'on évoque le cas de Kagura Bashi, il est vite lié à l'humour et à ses mèmes. Alors certes, l'énorme visibilité que le manga s'est créé autour de ça attirera des lecteurs plus sérieux qui pourront apprécier la série à sa juste valeur, cela n'est pas la question, mais personnellement j'ai à l'heure actuelle beaucoup de mal à faire la différence entre ceux qui aiment vraiment le manga et ceux qui font semblant d'apprécier pour mieux troll le manga, et les fans du coup. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance que j'essaie d'apporter, je pense même que ce n'est pas vraiment le manga qui est pris pour cible mais plus l'attitude des fans de manga cancer en général qui maxent abusivement et aveuglément leurs œuvres tout au long de l'année, sinon je ne vois pas en quoi ce manga en particulier est pu péter avec un simple visuel stylé. Car en effet ce genre de manga, soyons sérieux, il y en a eu des tonnes avant, et attention encore une fois je ne juge pas la qualité du titre, juste son premier visuel,
visuel. Mais bref, l'idée n'est pas non plus de faire l'aigri de service car en réalité le délire autour de tout ça est très drôle, c'est parti tellement loin, ça fait des visuels d'anime, de jeux PS5, non laisse tomber, c'était n'importe quoi. Et en réalité, je pense que Kagurabashi a malgré tout un immense potentiel assez évident sans chercher à parler de stats ou quoi. Le manga a déjà su redonner un peu de hype au jump sur les réseaux, là où beaucoup s'en plaignaient. Et pour le coup, je serais curieux d'avoir votre vrai avis sur Kagurabashi dans les commentaires, et je suis encore plus curieux de voir l'accueil qui lui sera réservé au Japon et donc dans le jump. Il m'a redonné à lui seul un intérêt pour suivre les classements du magazine chaque semaine, car si ce dernier a déjà acquis un énorme public en Europe et en Amérique sur les réseaux, cela ne lui garantit pas pour autant une survie dans le Shonen Jump qui vise avant tout un public japonais, rappelons-le. Par exemple, des œuvres comme Phantom Seer, Time Paradox The Ghostwriter ou encore Tokyo Shinobi Squad étaient très populaires sur les réseaux et sur Manga Plus avant de se ramasser complètement dans les sondages du Jump au Japon. Wait and see comme on dit, mais si Kagurabashi parvient non seulement à se faire une place dans le magazine tout en parvenant à mettre tout le monde d'accord, et j'inclus ici également ceux qui ne faisaient que troller le manga sans réellement s'intéresser au titre, ce serait très fort et on lui souhaite. Et à noter qu'à l'instar de Mama Yu Yu, Kagurabashi bénéficiera d'une page couleur pour son 8ème chapitre prévu la semaine prochaine. Son intégration au classement est donc décalée d'une semaine, ce qui témoigne encore une fois d'un soutien éditorial, et c'est une bonne nouvelle. Après, c'est pas étonnant quand les éditeurs voient un tel engouement sur les réseaux, même si ça concerne pas encore le Japon, c'est évident qu'ils vont pousser la série dans le jeu. On peut clore le chapitre sur les mangas hors classement pour enfin nous focaliser sur ce dernier. Information importante à prendre en compte, ce classement regroupant 27 séries n'est pas le classement définitif de l'année 2023, mais le classement à l'instant T où j'écris cette vidéo. Il regroupe ainsi les stats des mangas jusqu'au jump numéro 48 et jusqu'au jump numéro 49 pour tout ce qui est page couleur, mise en avant, etc. Il sera donc ici intéressant de se pencher sur les différents enjeux encore possibles d'ici la fin de l'année et donc pour le prochain mois. Je vous ai également indiqué à quel top se situe chaque manga au niveau des ventes par tome. Par exemple, vous savez tous que One Piece est le manga du Jump qui se vend le mieux à ce niveau-là. Cela nous donne aussi un aperçu du nombre de lecteurs pour chaque manga. On pourrait ainsi comparer leur classement dans le Jump avec leur classement des ventes, et vous allez voir qu'on observe parfois de grandes différences. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bref, sur ce, fin de cette petite aparté, on peut donc commencer ce classement avec la dernière place qui revient à l'un des plus gros flops de l'année, à savoir Dorothy. Un nouveau manga de boxe signé Kira Arasaka Jun, lancé dans le 23e numéro, qui n'aura jamais su trouver son public dans le magazine, comme en témoigne son atroce moyenne de 14,33 en 20 apparitions dont 11 dans le trio de fin. En réalité, il s'agit même littéralement du plus gros raté de l'année, puisque la série a tellement bidé que son premier tome n'apparaissait ni dans le top Oricon ni dans le top Shoseki, qui je le rappelle sont les deux sociétés japonaises qui comptent les nombres de tomes vendus au Japon. On n'a donc aucune donnée, ce qui est assez rare pour une nouveauté provenant du grand Shonen Jump. Au passage, on peut aussi relever qu'il s'agit du deuxième échec de l'auteur dans le magazine, puisqu'il avait déjà tenté sa chance avec Bones Collection en 2020. L'avant-dernière place va sans doute vous être un peu plus familière puisqu'elle est occupée par un manga que l'on avait vu un peu naître ensemble. Il s'agit bien de Pipi Pipi ou Pisic, je sais toujours pas prononcer ce titre. Malgré des débuts assez prometteurs, le manga de Mapolo 3, centré sur le thème de la musique, ne sera jamais parvenu à gagner réellement en popularité, comme nous l'illustre bien son très mauvais 13,60 de moyenne en 11 apparitions dont 8 dans la zone rouge. Sans être foncièrement mauvaise et supérieure à pas mal de nouveautés de ces dernières années, ses ventes n'ont jamais véritablement augmenté également. On était sur un peu plus de 21 000 exemplaires vendus en 4 semaines pour son 8ème et dernier tome. Ceci dit, la bonne nouvelle est qu'entre temps le manga est tout de même sorti en France chez les éditions Nobinobi, donc les fans ne sont pas totalement perdants dans cette histoire. Il est devancé par une autre nouveauté intitulée High Side Girl, qui devrait bientôt connaître le même sort, car entre son 13,55 de moyenne causé par ses 9 présences dans la zone rouge dont 8 consécutives, et son premier tome récemment sorti qui ne redressera clairement pas la barre, autant vous y faire, autant vous y préparer, on peut déjà enterrer le manga. Un manga d'heroic fantasy et d'aventure qui peine à se démarquer et que l'on retrouve constamment dans la zone rouge en ce moment, et c'est dommage car ça sent le premier échec pour le jeune auteur Ikuo Ashiya. Aux portes du trio de fin, il fallait bien évidemment s'attendre à un autre flop en la personne de Tokyo Demon Bright Story, qui avait été axé dans le Jump numéro 18 après 29 chapitres, ce qui équivaut à 4 tomes. Les éditeurs se seront montrés tout de même un poil plus patients, ou c'est aussi peut-être le contexte qui s'y prêtait mieux, puisque certains titres du Jump s'étaient conclus à peu près à ce moment-là. En tout cas, son 13,50 de moyenne ne l'aura pas aidé, et ses ventes non plus, puisque si l'on regarde les stats de son dernier tome, 40 049 unités vendues en 7 jours, c'était bien trop insuffisant pour pouvoir prétendre continuer l'aventure. À la 23e position de ce top, on retrouve un nouvel échec avec Jinkai Gluna et son 13 de moyenne. Le constat est quasiment le même à la différence que son 4ème et dernier tome a effectué un score encore plus catastrophique avec 1625 exemplaires écoulés en 7 jours, ce qui en fait la 3ème pire performance du magazine à ce niveau-là. Puis pour la petite anecdote, ce manga avait débuté une semaine après son prédécesseur, il se sera également conclu une semaine après lui, deux frères, deux fauves. La misère est si belle, la misère est si belle. On enchaîne avec le 22e rang qui revient à l'une des plus grosses déceptions de l'année, à savoir le cas de Tenmaku Cinema.
Seulement une note de 12,71 pour la nouvelle série pleine de promesses des auteurs de Food Wars, qui était donc attendue au tournant après leur grand succès. Malheureusement, le duo Shunsaki et Yuto Tsukuda n'ont pas su convaincre leur public avec ce manga centré sur l'univers du cinéma. Le potentiel était pourtant là sur le papier, mais comme quoi, cela nous confirme une fois de plus que des mangaka connus ne sont jamais assurés de confirmer les succès sur lesquels ils ont bâti leur notoriété. Ils repartent bien de zéro à chaque fois. Les ventes du premier tome de Tenmaku Cinema ont en tout cas achevé le sort du manga, puisque 4885 unités en 2 semaines, c'est tout simplement catastrophique. Le manga s'est donc conclu en 21 chapitres qui devraient donc être compilés en 3 petits opus. 21ème place pour Fabricant 100 qui est certes un énième flop de cette année, mais avec lequel les éditeurs se seront montrés beaucoup plus patients et surtout plus généreux, j'ai envie de dire, car malgré des mauvaises performances qui entraîneront des présences régulières dans la zone rouge, soit 20 ce qui en fait le plus grand total de l'année, il aura tout de même profité d'une page couleur après un enchaînement de 7 trios de fin consécutifs histoire de l'aider à inverser la tendance, mais cela n'aura pas suffi puisqu'il enchaînera par la suite 13 trios de fin cette fois-ci. Une conclusion en 36 chapitres si vous aviez encore besoin d'une preuve démontrant la clémence de la Shueisha. Bon, j'aurais également pu parler des 2859 petits exemplaires vendus en 7 jours de son 3ème opus, mais bon, ça suffit. Certains avaient totalement célébré la nouvelle comme une victoire et sans pitié, je vous ai vu, vous irez en enfer. Mais la comédie High School Family s'est enfin terminée dans le Jump numéro 12 après 122 chapitres et 2 ans et demi de publication dans le magazine. Le tout malgré des classements plutôt très moyens et des ventes catastrophiques aussi. Un cas qui s'explique selon moi par le fait que l'auteur Ryo Nakama soit aussi le fils du PDG de la Shueisha. Je ne vois pas d'autre explication. Non, plus sérieusement, malgré la concurrence de Mien Roboko dans le même genre comique, qui aurait dû suffire aux éditeurs pour prendre la décision d'arrêter le manga bien plus tôt, le Jump n'ayant pas besoin de 2 gags manga nuls en plus de ça, on peut peut-être expliquer ce soutien éditorial par le simple fait qu'High School Family recevait des critiques globalement très bonnes au Japon. Le manga avait notamment été recommandé par Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, ou encore par Haruyoshi Furudate, l'auteur de Haikyuu. Donc voilà, ces deux auteurs sont nos ennemis. Promis, on en a bientôt fini avec les flops, mais il nous en reste encore quelques-uns à aborder, comme celui de Ishigoki Under Control. Alors étonnamment, le manga s'en sort avec une note moyenne de 11,58 qui lui permet de devancer pas mal de séries, mais c'est surtout au niveau des ventes qu'il faut focaliser notre attention. C'est très simple, il s'agit du plus gros échec de l'année avec Doretri, puisque comme ce dernier, nous avons aucune donnée pour son dernier tome paru, et je précise que je prends à chaque fois les ventes du dernier tome paru de chaque série sur un laps de temps similaire, soit 4 semaines dans l'idéal pour des comparaisons plus pertinentes, mais voilà, son tome était dans les backrooms, c'est pas ma faute. Entre des récentes performances très mauvaises et un soutien éditorial très prononcé, il est encore peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions sur le cas de la nouveauté Martial Master Asumi, mais l'analyse n'en demeure pas moins alarmante, car son 10,56 de moyenne reflète non seulement des débuts assez timides, avec notamment quelques apparitions dans le top 10, mais aussi 4 présences dans la zone rouge sur ses 5 dernières apparitions. Ce n'est pas fameux, sachant que son premier tome ne s'est pas vraiment démarqué en librairie, avec seulement 7610 copies vendues en 12 jours. Kawada, l'auteur d'Inomaru Sumo, a donc encore beaucoup à faire pour que sa nouvelle série gagne sa place dans le Jump, et je l'espère car déjà que j'apprécie son style, le voir sur des arts martiaux, ça peut clairement valoir le détour. Vous voyez le bilan assez mitigé de Martial Master Asumi pour ses débuts, et bien vous prenez exactement le même sur du plus long terme, et vous obtenez celui de Cypher Academy. Une nouvelle série qui avait été lancée fin 2022 et qui nous propose des performances relativement moyennes depuis, bien que l'on observe malgré tout une petite progression. En effet, le manga avait commencé à fréquenter régulièrement la zone rouge, soit à 11 reprises, mais sur les 20 derniers numéros, il y a apparu qu'à seulement 3 reprises. On peut aussi constater que les 4 mises en avant différentes via des pages couleurs ont permis à la série de se relancer un peu. Par contre, à la différence de son prédécesseur, ses ventes se portent nettement mieux car il vend 2 fois plus que Martial Master Asumi, si on regarde les 16 500 unités vendues de son 4ème tome en 12 jours, de quoi également expliquer la patience des éditeurs qui entrevoient encore un petit potentiel exploitable de la série. C'était l'une des belles surprises de l'année dernière, The Ishino's Family's Dead Elite Sins apparaît pourtant comme milieu de tableau j'ai envie de dire, une 16ème place pour une nouveauté qui avait su se démarquer des autres dès ses débuts, mais force est de constater que son 10,19 de moyenne nous montre que la série stagne un peu depuis. C'est même assez décevant si on relève ses 12 apparences dans la zone rouge, là où on aurait pu penser que le manga était plutôt destiné à viser des podiums ou du moins le top 5. Le manga de Taizan 5 ou Taizan 5, je sais pas comment on prononce, l'auteur qui avait déjà fait sensation avec son œuvre Takopi, se vend très bien pour une nouveauté, du moins en comparaison avec les autres, car on peut tout de même déjà noter une légère stagnation sur son tome 3, avec quasiment 40 000 copies vendues. Là où son tome 2 en totalisait 41 500 au même stade. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette série dans les prochains mois car pour le moment elle fait tout de même partie des points positifs du Jump, mais on sent également que la tendance pourrait s'inverser prochainement. Et je rajoute cette info qui est tombée en plein montage, donc pas besoin de commenter, t'inquiète pas, j'ai l'info, je la rajoute. Le manga entre officiellement dans son climax, donc ça rejoint parfaitement mon analyse en ajoutant bien le fait que The Ishino's Families est donc plutôt perçu comme une série plus ou moins courte, et donc pas forcément prévue pour du long terme. Mais dans les deux cas, ça reste encore une fois un coup dur comme je le pressentais, parce que forcément, c'est une nouveauté un peu convaincante qui va se terminer prochainement. Et je rajoute encore ceci en cours de route. Encore.
Ta gueule! Le manga se termine même dès cette semaine dans le Jump numéro 49 après 48 chapitres et tout juste un an de publication. On arrive déjà au top 15 que l'on entame avec Black Clover qui affiche un timide 9,65 de moyenne, un peu à l'image de sa fin d'aventure dans le Jump. En effet, le manga est en pause depuis le numéro 38 et ne sera dorénavant plus publié dans le Shonen Jump, mais bien dans le Jump Giga avec un numéro, soit un chapitre tous les 4 mois. D'ailleurs, le manga profitera de la couverture du prochain Jump Giga, c'est-à-dire le numéro qui sortira en décembre pour marquer son retour, donc voilà, bonne nouvelle pour les fans. Il s'agit d'un transfert que j'avais senti venir et dont j'avais plusieurs fois émis la possibilité que ce soit en vidéo ou en stream, mais ce dernier n'intervient pas vraiment dans le cadre d'une baisse de popularité des matchs de Black Clover, mais bien pour préserver la santé de son auteur. En effet, cela faisait quelques mois, voire même quelques années que Yuki Tabata ne parvenait plus à tenir la cadence infernale que lui imposait un magazine aussi rude que le Shonen Jump. Il n'y a qu'à voir son bilan statistique, sur 34 apparitions possibles, Black Clover en aura loupé 10 absences, c'est assez énorme pour un manga hebdomadaire, d'autant plus que la série n'était donc plus du tout mise en avant, un seul lead color à se mettre sous la dent et aucune autre page couleur, le tout couplé à une baisse d'intérêt des lecteurs également avec 4 apparitions dans la zone rouge à noter, et des ventes qui ne cessent de décliner au fil des tomes, même si cela ne date pas de cette année. Aujourd'hui, Black Clover tourne autour de 115 000 unités en 4 semaines, et malgré tout cela suffit pour faire de lui le 5e manga se vendant le mieux au niveau des ventes par tome. Seul Rory Dragon, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et One Piece le devancent. Et ici je ne mets pas spécialement l'accent sur une bonne performance de Black Clover qui reste dans ses standards habituels, mais bien sur la faible concurrence qu'il y a derrière lui au final. On voit bien que les succès récents ne sont pas si haut niveau que ça en réalité, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. On continue avec la 14e place qui revient à un autre gros morceau qui nous a quitté il y a quelques mois, une note de 8,95 pour sa dernière danse dans le magazine, ce qui reflète assez bien son passage dans ce dernier, c'est-à-dire globalement moyen au final au vu des grandes attentes. Car après un lancement très prometteur et des ventes convaincantes, le manga n'a jamais su passer un cap et ce malgré une adaptation animée qui aura donc été reçue de la même manière. Le genre de manga venu faire son petit bonhomme de chemin sans grande prétention, et ça l'auteur l'avait tout de suite annoncé puisqu'il ne prévoyait à aucun moment d'étaler son œuvre inutilement. Le Jump perd malgré tout son 8ème manga le plus lu au niveau des ventes physiques du moins, puisque son 17ème et dernier tome cumulait 91 214 exemplaires vendus en 4 semaines. C'est aussi la 6ème œuvre la plus mise en avant de l'année avec notamment 2 lead color et 7 pages couleurs, soit 9 mises en avant différentes au total. Et en réalité, au moment de sa fin, c'était littéralement le manga le plus soutenu du mag, ce qui démontre que non seulement le manga plaisait à la rédaction du magazine, mais qu'elle a également tout fait pour mettre le manga en lumière et dans les meilleures conditions au vu de son anime. Avec en parallèle un énorme succès reçu à travers les librairies françaises et des ventes excellentes chez nous, on ne pourra pas enlever à Machel d'être parvenu à trouver son public de façon incontestable. Rassurez-vous, il n'y a pas que du négatif niveau nouveauté, puisqu'il y en a une que l'on peut commencer à prendre au sérieux, et je fais bien évidemment référence à Nous Exorcist qui s'empare du 13e rang. Les Exorcistes ont beaucoup de succès dans le Jump dernièrement, et ça, Kawa et Kota l'a très bien compris. Il s'agit d'une série qui est facile à mettre en avant car visuellement, elle attire le regard avec son style très moderne, un point sur lequel la rédaction compte beaucoup comme en témoignent ses 7 mises en avant différentes. C'est assez énorme pour une si récente série. Mieux encore si l'on prend le temps de nous intéresser à la manière dont ces pages couleurs lui sont attribuées, ce n'est jamais par hasard mais toujours avec un contexte particulier, et ce point va également nous permettre de cocher tous les différents signes qui montrent qu'une nouvelle série est sur la bonne voie. Déjà, Nous Exorcist n'aura attendu que son 13e chapitre pour obtenir sa première page couleur en dehors de celle qu'on attribue à une nouveauté lors de son lancement. Ensuite, il obtiendra 2 nouvelles pages couleurs après un intervalle de 2 semaines, puis 2 pages couleurs consécutives. Mais son soutien éditorial ne s'arrête pas là, car si le manga n'a connu jusque-là qu'un seul trio de fin, la semaine suivante, il était aussi vite remis en avant par le biais d'une page couleur. Qui plus est, obtenir une page couleur ne permet pas seulement à un manga de se démarquer du noir et blanc, cela lui assure d'être bien placé dans le sommaire et donc d'éviter d'être l'une des dernières séries lues de la semaine, ou dans le pire des cas d'être ghosté, car en général le Jump n'est jamais lu intégralement par ses lecteurs, ces derniers suivent avant tout leur série préférée, certains peuvent décrocher très vite d'un manga d'une semaine à une autre, etc. C'est comme toi quand tu vas sur Manga Plus au final, tu ne lis pas forcément tout ce qu'il y a sur la plateforme, mais seulement ce qui t'intéresse ou attire ta curiosité dans le meilleur des cas, et c'est normal. Et pour finir avec le cas de Nous Exorcist, je rajouterai que les ventes de son premier tome se sont avérées assez prometteuses également, avec pas loin de 20 000 copies vendues en 12 jours, très largement supérieures à toutes les séries accès précédemment citées, encore peut-être un peu tôt pour parler de succès, mais la marge de progression est bien présente, surtout quand on se dit qu'il fait presque aussi bien que le 18e tome d'une certaine série bien installée sur le même nombre de jours. T'as dit quoi, Daouda? J'ai dit pleure. Pleure, ça fait du bien. Un cran au-dessus, on retrouve Mission Yozakura Family qui s'offre un modeste 8,31 de moyenne avec une 12e position à la clé. Pour le coup, son cas n'a pas vraiment évolué et il s'agit certainement du manga qui me donne le plus l'impression de stagner, voire même régresser dans ses prestations, tout en étant toujours aussi soutenu par les éditeurs. Il n'y a qu'à voir son bilan, 12 mises en avant, soit plus d'une page couleur par mois, c'est énorme, ce qui fait de lui la deuxième série la mieux lotie à ce niveau-là, mais en parallèle, là où du haut de ses quasi 200 chapitres et 20 tomes qui font de lui la 4ème série la plus vieille du Jump, ses ventes sont toujours aussi catastrophiques. 28 626 unités en 4 semaines. Pour rappel, des séries comme Phantom Seer se sont fait annuler pour des scores similaires, tandis que Yozakura continue d'y échapper depuis plus de 4 ans maintenant.
Cela dit, on peut aussi relever une progression assez flagrante entre son premier semestre où il avait par exemple côtoyé la zone rouge à 3 reprises et le top 10 que 4 fois, tandis que sur le second semestre, il compte pour le moment 3 podiums dont un top 1 et surtout que 2 présences en dehors du top 10. Alors comment expliquer cette clémence envers Mission Yozakura Family de la part des éditeurs? Eh bien dans un premier temps, je pense que le manga a été lancé dans un contexte idéal, sans réelle concurrence puisque son lancement coïncide avec les fins de nombreux piliers. De plus, il fait partie du cercle très fermé des mangas qui plaisent énormément à la rédaction et qui seront donc toujours davantage mis en avant. Ses meilleurs classements sur le second semestre ne sont pas anodins à mes yeux. Je vous rappelle que le classement n'est jamais impartialement et encore moins uniquement basé sur les votes des lecteurs. Les éditeurs peuvent influer dessus pour mettre en avant les séries qu'ils veulent d'une semaine à une autre selon le contexte, l'actualité, etc. De ce fait, on peut ici faire un lien assez évident avec l'adaptation animée de Yozakura qui approche à grands pas, et forcément comme le classement reflète également le sommaire, et donc l'ordre dans lequel apparaissent les mangas dans chaque numéro, c'est certain qu'il est actuellement plus intéressant pour les éditeurs que les lecteurs ouvrent leur jump en voyant le manga dans les premières pages, et vous verrez que ce point n'est pas à prendre à la légère, mais on y revient dans quelques instants. La transition parfaite pour aborder le cas assez mystérieux d'Undead Unluck que l'on retrouve donc à la 11e place de ce top, et donc aux portes du top 10 avec un 7,67 de moyenne, constate clairement une belle progression par rapport aux années passées, du moins en ce qui concerne ses classements dans le jump, et c'est tout à fait logique puisque cela fait encore une fois écho à son anime, c'est plus que jamais le moment pour promouvoir le manga, et les éditeurs le savent très bien. Undead Unluck c'est notamment 11 mises en avant, 3 présences sur le podium dont un top 1, une unique présence dans la zone rouge dans laquelle on le retrouvait beaucoup plus souvent les années précédentes. La dernière fois qu'on avait analysé son cas ensemble, la tendance tendait plus vers une annulation ou du moins vers une fin. Vu ses performances et ses ventes catastrophiques, on parle de 23K unités en 12 jours pour son 18ème tome et aucun boost ne se profile pour le moment pour lui malgré la diffusion actuelle de son animé, qui est même de bonne facture des retours que j'ai eu. Je trouve cela limite regrettable que le pari de la Shueisha ne paie pas, du moins à l'instant T, encore une fois, car il s'agit d'un pari risqué et comme je l'avais aussi dit pour Mission Yozakura Family, songer à l'idée d'une adaptation animée pour ces deux séries était quasiment impensable tant leur performance ne plaidait pas en leur faveur. Cela relève presque du miracle comme je le disais déjà dans ma vidéo bilan de 2021. Extrait. Et si 2021 se sera montré assez radin en termes d'annonces d'animé, on peut toujours s'attendre du mouvement de ce côté-là pour booster la popularité de certains titres comme Mashle principalement, puisque la question est encore un peu tôt pour des séries plus récentes comme The Lazy Samurai, Blue Box ou encore Sakamoto Days, même si on peut imaginer que leur tour viendra sans aucun doute. Un animé pourrait également permettre de donner une nouvelle vie à des titres déjà en perte de vitesse, je pense ici à Undead Unluck et Mission Yozakura Family, bien que l'on peut commencer à douter d'un tel move qui paraît de plus en plus risqué. En effet, ces deux mangas voient déjà leur vente décliner et on sait qu'un animé n'est pas toujours synonyme de boost. Finalement, l'analyse la plus optimiste que j'avais proposée est passée avec une grande précision, puisque l'animé de Blue Box arrive, celui de Sakamoto Days devrait logiquement bientôt suivre, mais chaque chose en son temps. Alors au final, comment expliquer qu'un manga comme Undead Unluck, qui à l'instar d'un Yozakura, n'a jamais su vraiment exploser en termes de popularité que ce soit dans le Jump ou bien en librairie, puisse malgré tout profiter non seulement d'un animé, mais surtout d'un soutien éditorial aussi important. Et bien à mon sens et avec du recul, cela s'explique peut-être plus facilement pour Undead Unluck au final, car il ne faut pas non plus oublier que le manga a reçu un bel accueil critique de la presse japonaise, en remportant notamment des prix assez prestigieux. Le manga plaît aussi aux éditeurs et ils croient à fond en lui puisque les adaptations s'enchaînent, que ce soit en roman, spin-off, animé et j'en passe. Alors certes, on sent que c'est forcé de fou, mais le problème vient surtout d'eux à mes yeux car je vous rappelle que Undead Unluck était initialement prévu comme le Eishi, censé succéder à Yuna de la Pension Yuragi, qui avait fait les belles heures du jump dans ce genre-là. Ce qui explique les débuts très controversés, remplis de fanservice maladroit, malvenus et surtout assez horribles, n'a pas du tout plu au public. Visuellement, le style est assez atypique, ça n'attire pas non plus, et un sondage japonais a révélé et confirmé mes propos concernant le fait que les japonais ne lisent que très peu les mangas placés au fond du sommaire, d'où encore une fois l'importance d'être dans un premier temps constamment bien classé et d'obtenir régulièrement des pages couleurs. Le cas d'Undead Unluck s'apparente vraiment à du gâchis quand on voit comment Tozuka a su rebondir derrière en densifiant son univers et en y apportant un certain degré de complexité qui le rend vraiment unique et surtout original. Le manga se démarque vraiment des autres. Curieux d'avoir votre avis sur le manga et sur l'anime d'ailleurs, puisqu'il est actuellement diffusé sur... chez personne en fait. Disney+, je les vois vraiment comme Chelsea, ça achète des joueurs mais ça les fait jamais jouer. Nos annulateurs sont devancés par ce qui est à l'heure actuelle leur concurrent direct qui les empêche d'intégrer le top 10, à savoir The Lazy Samurai. Bien que la série confirme encore une fois sa place dans l'élite actuelle du Jump, on constate surtout déjà une légère perte de vitesse avec une note de 7,61 pour la dernière série de Yusei Matsui. Il en va de même pour ses ventes car si le manga avait explosé les compteurs avec son premier tome qui s'était écoulé à quasi 92K en 4 semaines, son 12e tome totalise seulement la moitié de ce score, soit 46K, un lectorat divisé par 2 déjà. Alors si cela n'est pas alarmant à l'aube d'une adaptation animée qui lui fera sans doute le plus grand bien, je doute plus que jamais qu'il s'agisse ici d'un nouveau potentiel hit de Shueisha, comme il l'était pressenti à ses débuts et c'est bien dommage. Au-delà de ça, la série reste dans les radars des éditeurs puisqu'elle a autant été mise en avant que One Piece cette année, soit à 8 reprises. Bon, c'est peut-être pas la comparaison la plus pertinente puisque nos pirates favoris sont plus souvent en pause, mais c'est par exemple plus qu'un Sakamoto Days.
Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains, la comédie Mi and Roboko apparaît bien à la 9ème place avec une très bonne moyenne de 5,91, démontrant ainsi une régularité exemplaire au plus haut niveau. Cela dit, pour les plus assidus du Shonen Jump, cette statistique n'est en réalité pas si surprenante que ça puisque le manga de Miyazaki Shuei conserve simplement sa place de l'année passée en améliorant même sa moyenne, 5,91 cette année contre 6,74 en 2022, une recette parodie qui fonctionne bien puisque même ses ventes sont plutôt correctes pour un gag manga de ce genre. Son tome 14 cumule par exemple 22 423 unités en 4 semaines, talonnant de près des mangas plus ambitieux et sérieux comme Undead Unluck et Mission Yuzakura Family, ça me tabasse. On peut également relever qu'il s'agit de la deuxième série la plus mise en avant de l'année avec ce dernier, soit 12 leads color et pages couleurs distincts, c'est énorme. Il s'agit aussi du troisième manga qui a obtenu le plus de top 1 avec un total de 6, mais jusqu'où Roboko va s'arrêter quoi, c'est incroyable. Et bien après avoir reçu une adaptation animée, j'ai envie de dire qu'on ne peut que lui souhaiter une licence en France, ce qui serait un pari risqué au vu de son genre peu vendeur, mais comme le manga s'amuse à parodier d'autres œuvres connues, sur un malentendu, ça pourrait attirer les plus curieux. Mais enfin bon, comme toujours, plus on avance dans le classement et plus la concurrence se fait rude, on retrouve ainsi nos sorciers de Witch Watch à la 8ème place de celui-ci, avec un joli 5,20 de moyenne, et oui, c'est encore une fois très serré en haut du top. Alors si un top 5 reste difficilement envisageable au vu du peu de temps qu'il reste avant la fin de l'année, on peut malgré tout souligner une belle progression pour Witch Watch qui s'est notamment offert 11 podiums dont 4 top 1, propulsant ainsi régulièrement la série sur le devant de la scène. Si cette dernière n'aura au final que confirmé son statut de modeste succès de ces dernières années, Witch Watch se sera aussi permis de soigner ses statistiques dans le magazine, sans pour autant être si soutenu que ça par les éditeurs. Il est question de 4 pages couleurs seulement pour la série cette année, dont 2 lead color tout de même. Et à l'inverse d'un The Lazy Samurai, cette belle analyse va également dans son sens au niveau des ventes, car ses 52 000 copies vendues de son 12e tome en 4 semaines font de lui le 10e manga le plus vendu par tome du Jump. A titre de comparaison, son premier tome partait à quasiment 32K au même stade, soit une progression de 20 000 unités en 10 tomes. Alors la question qu'il nous reste à se poser vient naturellement, Witch Watch peut-il prétendre lui aussi à une adaptation animée ? Eh bien, quand on voit ses stats bien supérieurs à certains concurrents, qu'il s'agit d'un manga de Shinohara Kenta, un auteur très estimé du Jump puisqu'il avait également rencontré un certain succès avec Skate Dance principalement, ça reste une suite envisageable et surtout logique au vu de la dynamique actuelle du magazine. On enchaîne avec ce qui est sans aucun doute la plus grande réussite parmi les nouveautés lancées cette année, puisque Kill Blue effectue de très bons débuts. Après avoir connu un immense succès avec Kuroko's Basket qui se sera même révélé un des plus gros des années 2010, Tadatoshi Fujimaki avait malgré tout encaissé un échec pour son retour dans le Jump en 2017 avec Robo X Laser Beam, une nouvelle œuvre centrée sur le sport, le golf cette fois-ci, qui avait été annulée après seulement 7 tomes et de façon assez surprenante, car cette nouveauté scorait par exemple bien plus que certains mangas actuels, et même par rapport à la nouvelle série de l'auteur, à savoir Kill Blue qui s'empare donc de cette 7ème place avec un très bon 5,19 de moyenne. Une nouveauté centrée sur le thème des tueurs à gages qui a tout de suite su se démarquer du lot, avec déjà 6 mises en avant différentes. C'est encore une fois beaucoup quand on rappelle que Kill Blue a été lancé en avril dernier, alors si le manga ne s'est pas encore offert un top 1, je pense que ce n'est qu'une question de temps puisqu'il est apparu à 3 reprises sur le podium tout de même. Encore une info de dernière minute, le manga s'est bien emparé de son premier top 1 dans le Jump numéro 49 de cette semaine. Laissez-moi sortir mes analyses tranquillement avant de confirmer ce que je dis. Merci. Autre fait intéressant à relever, aucune présence dans la zone rouge à signaler et surtout une 7ème place en guise de pire performance, c'est plus qu'encourageant et bon signe pour une nouvelle série. Couplé à des ventes largement au rendez-vous pour un premier tome, on parle de 32 571 unités en 4 semaines, le plaçant déjà à la 13ème place dans la hiérarchie du Jump à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle. Là où le premier tome de Robo X Laser Beam partait à quasi 60K en seulement 6 jours, lui offrant la 8ème place du Top Oricon sur cette semaine-là, c'était il y a 6 ans et ça illustre bien la baisse des attentes du Jump de nos jours, car à l'heure actuelle personne n'a encore compris la fin prématurée d'un manga aussi convaincant que Robo X Laser Beam. Kill Blue suit donc les débuts prometteurs de son prédécesseur et au vu du contexte qui lui est bien plus favorable, il n'y a aucune chance qu'il connaisse un destin aussi tragique. On arrive au moment de la vidéo qui va sans doute susciter beaucoup de réactions de votre part, bien qu'il ne s'agisse pas d'une erreur de ma part, c'est bien le pilier My Hero Academia que l'on retrouve à une bien décevante 6ème place, affichant pourtant une moyenne plus que correcte de 4,69, mais lorsque l'on prend le temps de se focaliser sur son cas, est-ce une performance si surprenante que ça ? Et il n'est encore une fois pas question de juger la qualité de l'œuvre, pour répondre à cela, il n'y a qu'à nous appuyer sur ses prestations précédentes et on peut surtout constater que MHA perd 2 places par rapport à l'année passée, où il avait également déjà perdu 2 places. La série ne fait donc que confirmer une baisse de régime au profit de certaines nouveautés ne cessant de monter en puissance, et pour faciliter cela pour elle, des mangas comme Akane Banashi et Blue Box doivent être constamment mis en avant, et ce, malheureusement, au détriment d'un énorme titre comme My Hero Academia, qui n'a aujourd'hui aucunement besoin de cela pour exister, et c'est là où l'on revient encore une fois sur l'influence que les éditeurs peuvent avoir sur le classement, car je pense que l'on sera en grande majorité d'accord pour dire que ce n'est pas le manga qui perd en qualité et qui fatalement perdrait éventuellement en popularité,
À mes yeux, il est évident que MHA subit simplement des décisions éditoriales profitant aux nouvelles séries, surtout quand on prend le temps de s'attarder sur ses ventes, pas loin de 550K en 4 semaines pour son tome 38, faisant de lui le troisième plus gros hit du magazine, rien à dire de plus. Ceci dit, cette baisse de régime et ses décisions peuvent également s'expliquer par l'état de santé de plus en plus inquiétant de son auteur Kohei Horikoshi, car non pas que j'ai envie d'alarmer et d'inquiéter tout le monde, je me dois tout de même de souligner qu'il a de plus en plus de mal à tenir la cadence du Jump lui aussi. On parle de 13 absences cette année, c'est quasiment autant que One Piece qui a déjà baissé en régime à ce niveau-là, et pourtant j'estime que peu de personnes en parlent à mon goût, ou du moins pas assez. La stat est pourtant assez parlante et étonnante, surtout qu'Horikoshi ne peut parfois sortir que des chapitres de 12 ou 13 pages, contre 19 ou 20 en temps normal, à noter seulement 5 mises en avant pour une série aussi vendeuse, s'il fallait un argument de plus. Enfin bref, l'objectif du top 5 reste à portée de main de nos héros qui auront fort à faire en cette fin d'année pour aller déloger l'étoile montante du Jump, puisque c'est bien Akane Banashi qui s'empare de la 5ème place avec une progression d'une unité par rapport à l'année passée. 4,37 de moyenne grâce à ses 11 apparitions sur le podium dont 5 top 1 et surtout, tenez-vous bien, il s'agit du manga le plus poussé à l'heure actuelle par le Jump avec 14 mises en avant différentes dont 3 lead color. Alors bien que son évolution reste pleinement positive, on peut tout de même nuancer celle-ci sous différents points, car dans un premier temps, son top 7 affiche un score d'environ 55 000 unités en 4 semaines, contre 28 567 unités au même stade pour son tome 1. La progression est là, mais elle n'est pas aussi nette et marquante qu'on aurait pu le penser, ou ce à quoi on pouvait s'attendre. L'autre problématique que je voulais aborder concernant Akane Banashi est son accueil en France. Avec une licence acquise par les éditions Kiun il y a un peu plus d'1 an, je pense qu'à ce moment-là, ils s'attendaient eux aussi à une évolution plus marquante et plus grande, au vu de l'investissement qu'ils ont mis sur le manga. On parle d'une soirée à l'Olympia, c'est magnifique pour le milieu du manga et la soirée était même très réussie, je les remercie d'ailleurs encore pour l'invitation, mais sur le point économique, je doute qu'ils auraient signé pour ça avec le contexte actuel. Car il faut aussi prendre en compte que le marché du manga français a nettement baissé cette année, on ne voit plus de lancement d'envergure aussi colossale, mais beaucoup de sorties plus raisonnables. Akane Banashi a simplement suivi la dynamique monstrueuse du marché de 2021, vu que la série a été signée dans cette euphorie-là, mais un tel lancement pour une série traitant un thème aussi niche, à savoir le rakugo qui est très culturel, très japonais, c'était un succès déjà compliqué sur le papier et difficilement envisageable, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Ceci dit, je respecte bien entendu les éditions Kiun d'avoir autant mis en lumière ce manga d'excellente qualité qui a bel et bien tout pour plaire, soyez curieux car il en vaut le détour. J'en ai notamment parlé dans une vidéo, un nouveau concept dans lequel je fais un petit marathon sur le Jump. Dans chaque épisode j'aborde 3 mangas, 3 critiques, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si vous l'avez pas encore vu. Mais au vu des premiers retours, son succès en France n'est clairement pas à la hauteur des attentes bien trop grandes et j'ai peur que cela refroidisse un peu les éditeurs sur les prochaines pépites du Jump. Non pas sur l'acquisition de leur licence car un manga du Jump qui cartonne finira toujours par arriver chez nous, mais je pense surtout à ce genre de lancement ambitieux, je redoute qu'Akane Banashi soit un des derniers en France et c'est normal. Revenons au classement avec la 4ème place qui revient à une autre pépite en la personne de Blue Box, qui s'offre un magnifique 379 de moyenne, l'un des principaux facteurs positifs de cette année car la nouvelle romance du Jump ne fait que confirmer sa montée en puissance depuis ses débuts dans le magazine. Il n'y a qu'à comparer les ventes de son premier tome à celles de son dernier sorti, on est passé de 65K à un peu plus de 100K en 4 semaines. Pourtant on sait que passé la dizaine de tomes, un manga et surtout les nouveautés de ces dernières années ont tendance à perdre rapidement en lectorat, mais il n'est pas question de ça avec Blue Box. En espérant qu'Akane Banashi suivra le même chemin. A côté de ça, Blue Box est toujours aussi soutenu par les éditeurs, avec 10 mises en avant différentes. On peut également relever 7 top 1, une seule série fait mieux et 15 podiums. Des performances brillantes qui lui ouvrent des opportunités, puisque même si cela n'a pas encore été annoncé officiellement, on sait déjà qu'un animé arrive et c'est encore une fois la suite naturelle des choses, au-delà d'être assurément mérité. D'ici sa diffusion, le manga comptera une quinzaine de tomes, et vu qu'il a déjà dépassé les 100 000 lecteurs par tome, on peut s'attendre à un joli boost car je suis persuadé que cela permettra à Blue Box de franchir un nouveau cap. Et dire que la série peut encore faire mieux cette année puisqu'une place sur le podium reste totalement à sa portée. Enfin pour le moment la médaille de bronze revient bien à Jujutsu Kaisen qui distance légèrement son concurrent direct, même si avec un 3,47 de moyenne, il n'est pas encore assuré de conserver sa place. La situation de nos exorcistes et en parallèle celle de Gege Akutami est relativement similaire à celle de My Hero Academia et Kohei Horikoshi puisqu'on observe les mêmes problématiques, à savoir dans un premier temps une publication quelque peu compliquée entachée de 9 pauses, mais avec en parallèle une mise en avant de moins en moins importante, notamment 2 petits leaks color sachant que le second est tout récent et aucune page couleur en dehors de ça. Jujutsu Kaisen ne compte aussi qu'un seul et unique top 1 qui remonte au Jump numéro 26, cette baisse de régime lui coûte une perte d'une place au final. Il y a d'autres chiffres intéressants à prendre en compte qui nous permettent également de voir que le manga perd aussi beaucoup de lecteurs au fil des tomes, bien que ça reste encore énorme et toujours le deuxième plus gros succès actuel du Jump. Mais regardez, si on revient à son 15e tome paru en pleine diffusion de la saison 1, on était sur plus de 1,6 million en 4 semaines, contre seulement 1 million tout juste franchi pour son 23e tome. Alors certes, encore une fois, ça reste un score énorme, mais ce n'est pas négligeable, surtout quand on rappelle que son animé profite de nouvelles saisons assez régulières, et donc d'une mise en avant quasi continue à ce niveau-là. Mais bon, rassurez-vous, il n'y a rien d'inquiétant à retirer de tout ça, puisque l'on sait que le manga se trouve dans une phase finale, et que tous les gros mangas finissent par perdre un peu de leur lecteur.
Jujutsu Kaisen continue de faire les beaux jours du Shonen Jump, mais pour combien de temps encore? Eh bien c'est la question qu'il faut se poser. La fin arrivera-t-elle l'année prochaine ou dans 2 ans? Une chose est sûre, il s'agira d'un nouveau coup de dur et d'une série difficilement remplaçable pour le Jump. Mais et si son successeur était déjà là, juste sous nos yeux? Ça fait quoi là? Car oui, c'est bel et bien Sakamoto Days qui s'empare de la médaille d'argent après l'avoir arraché à son prédécesseur et qui signe surtout sa meilleure année depuis ses débuts avec un 12,71 de note moyenne. Le cas de Sakamoto Days est hyper intéressant, seulement 6 mises en avant différentes pour lui cette année, mais d'un côté, le manga ne fait que monter en puissance au niveau du classement, il est notamment déjà assuré de finir deuxième derrière One Piece et loin devant Jujutsu Kaisen, c'est aussi le manga qui compte le plus de top 1 cette année, 14 c'est stratosphérique et c'est déjà 2 de plus par rapport à l'année passée. Pour résumer simplement, les éditeurs savent très bien que le manga n'a plus besoin de mise en avant régulière dans le Jump, Sakamoto ayant déjà conquis son public dans le magazine, donc la prochaine étape c'est le grand public avec un animé. Je me suis donc demandé qu'est-ce qu'ils attendent pour l'annoncer au vu de son succès assez évident. Eh bien je pense qu'on est sur une stratégie de temporisation et je vais m'expliquer. Outre le fait que d'autres séries sont adaptées actuellement ou vont l'être, Undead Unluck, Yozakura, The Lazy Samurai, Blue Box et j'en passe, je pense que la Shueisha sait très bien que le potentiel de vente post-anime de Sakamoto Days est immense. Ils prennent donc le temps d'attendre le bon moment, le bon contexte, histoire d'essayer de répéter ce qu'on a pu observer avec Demon Slayer, ou du moins pour rester réaliste, Jujutsu Kaisen, voire même Chainsaw Man. Bon, ce dernier était en pause durant la production de son animé, mais le constat est le même, vous allez voir. On constate plusieurs points communs avec ces 4 mangas, étiquette d'un potentiel hit du Jump, de l'action qui tabasse bien, gros nombre de tomes avant le début de l'animé, environ une quinzaine on va dire, et surtout un style de couverture relativement similaire dans leur composition, c'est-à-dire une personnage avec une pose un peu dynamique, un peu stylée. Ce dernier argument est bien plus important qu'on ne le pense, il n'y a qu'à voir les plus gros succès de ces dernières années, on peut même ajouter Blue Lock ou encore Tokyo Revengers du Shonen Magazine par exemple. Ce type de couverture est très efficace et surtout elle attire l'œil des nouveaux lecteurs. Je préchote même que Kagurabashi suivra cette tendance, et je parle bien uniquement pour les covers pour ce dernier. Comme on sait que les japonais aiment bien attendre l'animé d'une œuvre pour ces dernières années, Sakamoto Days pourrait suivre ce schéma de gros boost post-anime avec un nombre important de tomes à rattraper et donc à acheter pour les nouveaux lecteurs. Pour moi, il n'y a aucun doute concernant sa future adaptation et à mon avis, l'attente sera justifiée. D'autant plus qu'un éventuel boost pourrait prendre une ampleur plus importante avec une base de lecteurs déjà solide, on parle de plus de 100 000 unités en 4 semaines pour son 13e tome, ce qui en fait le 7e manga le plus vendeur du magazine dans l'instant T. Une chose est sûre, les enjeux et les attentes sont énormes autour de Sakamoto Days car la Shueisha savent très bien qu'ils tiennent un potentiel titre ultra vendeur avec un animé qui leur permettrait éventuellement d'amortir une fin marquante de Jujutsu Kaisen ou encore My Hero Academia, ou du moins de les digérer plus facilement. Et enfin pour conclure la partie dédiée au classement, depuis la fin de Demon Slayer, il n'y a plus un semblant de surprise en haut du top, puisqu'on assiste au retour de la domination écrasante de One Piece, et ce, comme je l'ai dit, malgré un rythme de publication amoindri qui a encore diminué après l'hospitalisation d'Eiichiro Oda. On est par conséquent passé d'une pause tous les 3 chapitres à tous les 2 chapitres dernièrement, le manga compte ainsi déjà 15 pauses cette année, mais au-delà de ça, c'est vraiment la routine pour nos pirates favoris qui conservent logiquement leur place avec ce 1,86 de moyenne. C'est aussi toujours le manga le plus vendeur et suivi du Shonen Jump avec plus de 1,4 million d'unités écoulées en 4 semaines pour le tome 106. Et je le place là mais depuis la fin de Onigashima et donc surtout le début de l'arc Head-Head, je reprends un immense plaisir à suivre One Piece chaque semaine, comme si son prime n'avait finalement pas encore été atteint et c'est vraiment un régal, on en reparlera dans le second épisode de Marathon Shonen Jump. Oh, bah celle-là, elle est bien. Enfin, pour conclure et résumer l'état actuel du Weekly Shonen Jump en 2023, on constate rapidement que la tendance est toujours au rouge et que les standards d'antan sont aujourd'hui très loin derrière lui. Alors encore une fois, certes, ces dernières années ont été marquées par la naissance de certains phénomènes comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, dont les chiffres ont totalement dépassé les espérances, mais quand on regarde ce qui gravite autour, il y a beaucoup plus de points négatifs en fait. Que ce soit le manque cruel de renouvellement avec des nouveautés qui ont de plus en plus de mal à convaincre et de ce fait à remplacer des succès se concluant, des gros mangas qui sont transférés comme Hunter x Hunter, Black Clover ou même Chainsaw Man, Boruto et Ayakashi Triangle, ça commence à faire beaucoup quand on prend aussi en compte que les succès pressentis comme Mashle prennent fin avant la vingtaine de tomes, que d'autres comme The Lazy Samurai ne parviennent pas à exploser après des débuts pourtant ultra prometteurs, les nouveaux succès que l'on considère aujourd'hui comme Blue Box, Sakamoto Days et Akane Banashi représentent certes l'avenir du magazine, mais à l'heure actuelle ça se vend toujours moins bien qu'un Black Clover qui s'est longtemps fait vanner sur ses ventes par rapport aux autres titres populaires du magazine. Tout ça pour dire que cela montre que les standards du Jump ont changé. Aujourd'hui, il n'est à mon sens plus question d'une période de transition, mais qu'il faudrait chercher à retrouver une certaine stabilité avant tout. Cette analyse est même à prendre en compte dans les conditions de travail qu'impose le Jump à ses auteurs, car même si cela n'a jamais été normal, tenir une cadence d'un chapitre par semaine c'est infernal, il est aujourd'hui plus que jamais alarmant de voir un grand nombre d'auteurs avoir du mal à la tenir malgré un grand nombre d'assistants pour les épauler pour certains.
Il n'est bien évidemment ici aucunement question de remettre en cause leurs compétences, ni leur talent qui est bien présent. Il n'y a qu'à voir la magnifique diversité que proposent les séries du Jump sur le plan visuel du moins. À ce niveau-là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais personnellement, voir un Eiichiro Oda être contraint de se faire opérer et même de ralentir toujours plus la publication de son œuvre, encore une fois, on est désormais sur un rythme de 2 chapitres puis une pause pour One Piece, soit un chapitre de moins qu'avant. Comme relevé plus tôt, d'autres auteurs sont dans le dur puisque My Hero Academia et Jujutsu Kaisen ne délivrent plus d'années pleines et qu'on voit même des mangas comme Black Clover être contraints de devoir changer de magazine. La tendance n'est plus seulement négative pour son aspect statistique et qualitatif pour certains, c'est une question de goût encore une fois ça, elle est tout aussi préoccupante quant à l'état de santé de ses auteurs. Bien entendu, tout ceci est une vision très utopique, je me doute que rien ne changera, même si voir le Jump passer sous un rythme bimensuel est une question qu'il faudrait commencer à mettre sérieusement sur la table. Mais comme on parle avant tout ici d'un écosystème qui représente un aussi gros magazine que le Jump qui a maintenant plus de 50 ans, c'est difficilement envisageable d'un point de vue économique et rentable. Par contre, on pourrait commencer à se poser la question quant à la survie du magazine physique sur le long terme, car certes cela reste incontestablement le magazine numéro 1 du marché, le plus vendeur et j'en passe, mais il faut aussi prendre en compte que le pan du marché physique japonais est de plus en plus concurrencé par le numérique, quant à lui en plein essor. Alors c'est assez paradoxal car comme souligné plus tôt, cela n'empêche pas le marché d'atteindre des chiffres records ces dernières années, mais à côté de ça, les éditeurs du Jump ont tout de même du mal à relancer des nouveautés qui affolent les compteurs bien avant la sortie de leur anime. Le dernier en date qu'il a vraiment fait, c'était Chainsaw Man j'ai envie de dire, ou à la rigueur Actage qui commençait à le faire mais RIP. Alors d'un côté cela permet de redistribuer les cartes au sein du catalogue quand on pose sur la table le sujet d'un animé, car aujourd'hui même un manga qui bide, peinant à se trouver un réel public, peut espérer recevoir ce genre d'adaptation. Bon après il y a des limites, faut pas déconner, faut pas faire 5 ventes à la doré sinon ça dégage. Voilà, faut pas abuser non plus. Encore une fois, je pense que la Shueisha est déjà en train de préparer le terrain pour Sakamoto Days et de créer le contexte parfait qui permettra au manga de répéter le schéma du succès à la Jujutsu Kaisen et à la Chainsaw Man, qui sont les deux plus envisageables et plus réalistes. Le manga a toutes les cartes en main pour le faire, comme vous avez pu le voir, il ne fait que monter en puissance et se positionne plus que jamais comme un futur hit en puissance du Jump, auquel il est d'ores et déjà un de ses fers de lance. Fort heureusement, comme je l'ai mentionné plus tôt, aujourd'hui la progression du numérique est un facteur à prendre inévitablement en compte dans une analyse du Jump. Des plateformes comme Jump Plus et Manga Plus permettent une visibilité plus facile et rendent les nouveaux titres plus accessibles dans une génération ultra connectée, voilà les smartphones tout ça vous connaissez. Ce n'est pas une surprise de voir des œuvres comme Spy Family ou Kaiju numéro 8 péter des scores de façon aussi précoce, mais ce modèle peut avoir ses limites, car si on pouvait parler de compensation par rapport au Shonen Jump physique, est-ce réellement encore le cas lorsque l'on voit qu'il n'y a déjà plus de nouveautés qui percent autant que l'ont fait Spy Family et Kaiju numéro 8. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Dandadan, autre excellent titre issu du numérique qui n'a pourtant jamais atteint les scores de ses prédécesseurs, pourtant le titre est tout aussi excellent à mes yeux, ce pourquoi j'estime que le Jump Plus reste très complémentaire au Shonen Jump et qui pour autant ne peut pas indéfiniment compenser ses mauvaises décisions éditoriales. Je suis personnellement intimement persuadé que le Shonen Jump perdurera toujours dans le temps. Il s'agit d'un magazine qui, même dans le dur, sera toujours capable de nous dénicher des nouvelles pépites, mais également de nouveaux talents. Cela d'ailleurs a toujours été la politique de la maison. Le Jump fait des hits, mais il donne surtout naissance à des auteurs de légende. Malgré tout, la question de préserver ou non le Jump dans son format physique n'en demeure pas moins pertinente, car le secteur des magazines de prépublication est quant à lui réellement en chute libre. Il ne serait pas déconnant de voir la Shueisha proposer un Jump uniquement numérique à l'avenir, car cela leur permettrait également d'anéantir l'existence du scantrad par la même occasion. Comme on sait, la problématique que représentent les scans aujourd'hui est donc le manque à gagner pour l'éditeur, qui s'efforce en plus de ça de proposer des services pour essayer de contrer ou du moins minimiser l'impact du scantrad. Cette question est plus que jamais d'actualité. Surtout quand on sait que la mise en place de Manga Plus n'a pour le moment eu très peu d'effets, voire même aucun pour les séries les plus populaires comme One Piece, qui voit ses leaks sortir dès le lundi. Vous vous demandez d'ailleurs certainement d'où proviennent ces fameux leaks insupportables qui vous ruinent vos semaines à coups de spoil et maxage abusif. Et bien justement, vous allez comprendre pourquoi je dis que passer le Jump sous un modèle exclusivement numérique permettrait d'anéantir une bonne fois pour toutes ces fameux leaks par la même occasion. Tout d'abord, il faut savoir que le Jump dans lequel vous retrouvez vos chapitres sort tous les lundis au Japon, soit le dimanche à 16h ou 17h en France sur Manga Plus avec le décalage horaire. Mais avant de penser à sa sortie, il faut aussi anticiper les délais d'impression chez les différents imprimeurs pour ensuite effectuer une distribution à travers tout le pays. Pour cela, un auteur du Jump se doit donc idéalement d'avoir 2 chapitres d'avance sur son stock de publication par rapport au manga. Certains parviennent tout juste à en avoir un, d'autres se tuent à la tâche pour respecter cette deadline d'une semaine, et d'autres n'y parviennent tout simplement pas et rendent leur planche au dernier moment. Vient ensuite des burn-out, soucis de santé et la joie des pauses. Voilà, ça je vous apprends rien. Mais je pense que vous avez déjà compris d'où vient la source des leaks et où je veux revenir. Elle vient des imprimeurs ou pire des cas des livreurs qui reçoivent aussi leur Jump en avance ou les points de vente. Ces derniers scannent donc alors les chapitres des séries les plus populaires afin de les revendre sur internet pour se faire un peu d'oseille. C'est bien entendu une pratique totalement illégale et sévèrement punie par la loi au Japon, mais l'appât du gain suffit à certains pour prendre ce risque.
Et comme il existe un nombre très important de libraires et que les imprimeries doivent avoir un nombre d'employés énorme, c'est compliqué d'effectuer une chasse à l'homme. Ça vous explique aussi pourquoi les scans sont toujours de bien plus mauvaise qualité contrairement aux sorties officielles sur Manga Plus par exemple, car les pages des chapitres sont tout simplement scannées et cleanées, voire même reconstruites dans le pire des cas par des teams de Scantrad. Voilà pourquoi une suppression du jump physique permettrait de mettre fin à ce fléau, car la Shueisha n'aurait plus besoin de passer par des intermédiaires, plus d'impression, plus de livraison à envisager, mais simplement une mise en ligne le jour même des chapitres. Alors désolé si tout ça est déjà assez évident pour certains, en espérant avoir été le plus clair possible pour les autres qui avaient peut-être besoin d'avoir des réponses sur ce sujet, et Dieu sait que vous êtes nombreux. Pour autant, ce nouveau modèle m'attristerait tout de même, car pour moi, qui suis un énorme collectionneur, je considère également le jump comme un objet, il y a toute une aura et une histoire autour de ses couvertures, et on perdrait sûrement de cet aspect. Mais pour revenir sur l'état global du Jump et ses œuvres, on peut dresser un bilan toujours aussi négatif quand on se dit que 10 mangas ont pris fin déjà, dont 4 de façon plus ou moins naturelle, ce qui implique que 6 nouveautés ont déjà flop, puis si on prend en compte les transferts de Hunter x Hunter et de Black Clover, plus le hiatus de Ruri Dragon, on perd quand même la moitié du magazine en quelque sorte, c'est énorme. D'autant plus que dans l'autre moitié, on a des titres peu vendeurs comme Mission Yozakura Family, Undead Unluck ou encore Mien Roboko, un flop déjà pressenti pour Ice Head Guild, 3 nouveautés qui doivent encore gagner véritablement leur place comme Nous Exorcist qui est le mieux parti, Cypher Academy et Martial Master Asumi. Il ne reste donc plus grand chose à se mettre sous la dent, surtout si on rappelle que des piliers comme Jujutsu Kaisen et My Hero Academia sont tout de même plus proches de leur fin, One Piece également, mais d'ici là, on a Sakamoto Next Generation qui a le temps d'arriver. Au final, les réelles seules satisfactions de cette année sont la montée en puissance de Sakamoto Days, la progression de Witch Watch mine de rien, l'anime annoncé de Blue Box, les bons débuts de Kill Blue, la confirmation d'Akane Banashi, et les 3 mastodontes qui sont toujours là pour porter le magazine sur leurs épaules. Et bien sûr, sans oublier le divertissement de qualité que nous propose le phénomène Kagurabashi, ce qui est au final très peu au vu de tous les points négatifs relevés juste avant, mais prenons ce qu'il y a à prendre, j'ai envie de dire. Putain, on dirait une story de Benzema là. Cela fait quelques mois que j'observe un réel manque d'intérêt et de hype autour du jump sur les réseaux et je ne pense pas que cela soit seulement lié à ma communauté et au fait que j'ai arrêté mon concept hebdo sur le sujet. Voir une nouveauté comme Kagurabashi être encore capable de redonner un coup d'intérêt aussi soudainement fait tout de même plaisir. Pour finir, j'aimerais conclure cette vidéo avec les différents enjeux de cette fin d'année et sur le moyen long terme. Premièrement, il reste un mois à Blue Box pour aller défier Jujutsu Kaisen pour se faire une place sur le podium. Un autre duel entre My Hero Academia et Akane Banashi sera à suivre pour le top 5, tandis que Undead Unluck peut toujours prétendre au top 10 face à The Lazy Samurai. Au-delà du classement, des titres comme Martial Master Asumi, Nous Exorcist et Cypher Academy devront encore une fois gagner réellement leur place, pendant que les nouveautés Mama Yu Yu, True on Ice et bien entendu Kagurabashi viendront très vite les concurrencer. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, ce qui implique que des mangas seront bientôt poussés vers la sortie. Ces mêmes séries citées sont en danger car certaines annulations sont très récentes, il faut de nouvelles cibles, de nouvelles victimes, donc on est clairement sur une période Hunger Games à venir pour le Jump actuellement. Je suis bien entendu plus que jamais impatient de voir les premiers classements de Kagurabashi, son succès ou son échec nous permettront également de mesurer l'impact et l'influence que peuvent avoir Manga Plus et les réseaux, et donc le marché international sur l'avenir même d'une série au sein du Jump. Ensuite, à voir si les animes de Mission Yozakura Family et The Lazy Samurai parviendront à offrir un boost à leur manga. N'enterrons pas encore celui d'Undead Unluck qui est encore envisageable. 24 épisodes, c'est assez long sur une saison, sachant que les premiers épisodes ne sont pas les meilleurs, voilà, on sait jamais. Et pour le reste, va falloir nous annoncer un petit anime pour Sakamoto Days, mais j'ai aucun doute là-dessus. Ça ferait plaisir avec les animés de Blue Box et Dandadan qui devraient bientôt être officialisés. Curieux de voir l'évolution de la popularité également. Sans oublier l'anime de Kaiju numéro 8, le manga possède déjà une base de lecteurs ultra solide, puisque c'est tout simplement un des mangas les plus suivis au monde. Forcément, le potentiel énorme boost est très probable. On arrive enfin à la fin de cette énorme vidéo et merci à ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Vous imaginez pas le taf et le nombre d'heures que cela représente, donc je vous invite plus que jamais à la partager, liker et commenter. Ça m'encouragera qui sait à produire une vidéo encore plus ambitieuse sur le Jump à l'avenir. Bref, je serai ravi d'échanger avec vous dans les commentaires sur les différentes thématiques et problématiques évoquées dans cette vidéo, ou tout simplement pour répondre à vos questions. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez toujours retrouver mes réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, et surtout, on se reverra. Je viens de me niquer la gorge là.